Fabriqué à la baie James propose une incursion dans le monde culturel unique de la région par la parole de nos invités. Le but est de démystifier et de faire connaître certains aspects qui se manifestent et qui se vivent différemment dans notre région et qui sont propres à sa vitalité culturelle. Moi, c'est Stéphanie Thompson. Et moi, Stéciane Oliver. Vous écoutez Fabriqué à la baie James, le balado. Salut tout le monde, je suis vraiment ravie d'être de retour derrière le micro aux côtés de ma co-animatrice Stéciane pour un nouvel épisode de la saison 2 du balado Fabriqué à la baie James. Bonjour Stacy. Bonjour Stéphanie. Aujourd'hui, on vous parle en direct de Chibougamau dans les locaux de la Société d'histoire de la baie James avec nos invités Marie-Claude Duchesne, directrice archiviste, et Margot Gentil, chargée de projet. Dans cet épisode, on va discuter de la mission d'une société d'histoire, de son impact sur la communauté et aussi de la particularité qu'a la Société d'histoire de la baie James à être super actuelle et engagée. Et j'ajouterais très drôle. Mais justement, en parlant d'invités, j'aimerais vous présenter deux personnes formidables qui se joignent à nous aujourd'hui. Marie-Claude Duchesne. Bonjour. Et Margot Gentil. Bonjour. Bonjour les filles, merci d'être là. Il faut savoir aussi que le balado, c'est vraiment un format qui se veut ouvert, authentique. On veut découvrir votre réalité, jaser avec vous dans votre univers, mais surtout avoir du plaisir en apprenant comment les choses se vivent à la Société d'histoire de la baie James. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous situer un peu pour les gens qui nous écoutent, exemple là, de Montréal? On est où ici? Dans quelle ville? Spécifiquement dans la ville, on est où? Là, on est à la Société d'histoire de la baie James dans notre salle d'exposition. Puis la Société d'histoire est au sous-sol de l'hôtel de ville de Chibougamau sur la rue principale. Mais nous, là, on veut savoir c'est où Chibougamau. Parce qu'on assume vraiment que les gens de Montréal savent pas c'est où parce que c'est toujours notre exemple. C'est au bout de la route. Ouais. Fait qu'on est à peu près à 8 heures. 8 heures de Montréal, ouais. Oui, exactement. 5h30 de Québec, à peu près. Ouais. Une très belle ville. Si vous n'êtes jamais venu, faut venir. Oui. Marie-Claude, peux-tu nous parler un peu de toi? Tu viens d'où? Quel parcours t'as eu? Tes études, ta job? En fait, qu'est-ce qui t'a amené là, ici à la Société d'histoire? Moi, je suis originaire de Chapais, donc j'ai grandi dans la région. Mon parcours, classique, là, j'ai étudié en sciences humaines ici au cégep à Chibougamau. D'ailleurs, j'ai décroché du cégep en sciences humaines ici, je l'ai jamais fini. J'ai fait des études en histoire et en sciences politiques à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je me destinais pas du tout à l'histoire régionale. En fait, moi, mon plan, c'était de soit enseigner au cégep ou de travailler peut-être, j'espérais travailler dans les ambassades ou trucs du genre. Je voulais faire des études russes, moi, au départ. Donc, puis mon emploi ici, en fait, c'est un peu pas un accident, mais on m'a offert un contrat Jeunesse Canada au travail de 6 mois il y a quelques années. Dans le fond, c'est d'ailleurs la faute de votre productrice Stéphanie Brousseau. Si j'ai été engagée ici, donc je venais pour un contrat de 6 mois, puis là, ça fait 4 ans et je suis directrice. Voilà. Bravo! Mais ta passion, ça vient d'où? Mon Dieu, en fait, moi, c'est un intérêt général pour les sciences humaines, donc la compréhension du monde principalement, là, donc d'où le parcours aussi Sciences Po, et ça part de là. Puis ça atteint peut-être un peu nos travaux à la Société d'histoire, dans le sens où on a aussi des projets de recherche qu'on fait il y a ça aussi qui embarque, là. Et Margot, quelle est ton histoire à toi? Moi, je viens de l'autre côté de l'océan, là, je suis française. Je viens de Clermont-Ferrand, plus précisément, c'est au centre de la France. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, l'histoire. Je sais pas, mon papa aimait ça, moi j'ai aimé ça. Je me souviens faire des expositions quand j'étais dans ma chambre, quand j'étais petite. Puis quand j'ai fini le lycée, je savais pas trop où aller. Je savais que je voulais aller à l'étranger. Fait que là, j'ai cherché. Puis j'ai trouvé un bac à l'Université Laval. Je me suis dit, c'est parfait, c'est francophone, ça a l'air super, fait que j'y vais. Puis au final, après, j'ai fini mon bac en sciences historiques et études patrimoniales, donc en histoire et patrimoine, en gros. Après ça, j'ai embarqué sur le DESS en muséologie, puis là, tranquillement, je me suis faite au Québec, puis c'est ça. Aujourd'hui, j'ai ma résidence permanente, puis voilà, c'est ça. Mais pensais-tu un jour trouver un emploi ici, non, dans ton domaine, non. à Chibougamau? Non, mais mon copain est originaire de Chibougamau, puis on faisait des blagues, on était comme, ça va être
compliqué pour toi, Mario, de trouver une job, tu sais, si on va à Chibougamau. Puis au final, je suis la première à avoir trouvé une job des deux, là. Fait que c'est ça. Non, mes parents trouvent ça très dépaysant aussi. Est-ce qu'ils sont déjà venus te visiter? Oui, ils sont déjà venus à Chibougamau. En 2023, à Noël 2023, le Noël, il y a eu 0 neige, absolument aucune neige. Ils sont venus. Oh wow! Puis ta transition, ton adaptation, comment ça s'est fait? Comment que tu te sentais dans tout ça? Ça n'a pas été facile parce que je suis arrivée pendant le COVID. En fait, officiellement, je suis arrivée en 2021, mais je considère que le 1er septembre 2022, c'est vraiment ma date d'arrivée au Québec parce que c'était ma 3e année de bac. Avant ça, c'était à distance. Puis... Non, je m'y suis faite. J'ai toujours été entourée de gens de région. Puis mon copain me parlait de Chibougamau. Fait que je suis arrivée la première fois pour faire le rallye de motoneige ici. Puis tranquillement, ça m'a séduite. Puis quand j'ai vu l'offre d'emploi à la Société d'Histoire, j'étais comme, oh my God, c'est un signe. Comme tout le monde me l'a envoyé. Là. C'était comme, faut que tu postules. C'est OK, c'est bon. Puis avoir une boss comme Marie-Claude, c'est non, génial. C'est fantastique. C'est Un fantastique. enfer. Elle travaille comme un âne. Puis dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici à la Société d'Histoire? Je suis chargée de projet. Je m'occupe de pas mal de choses, autant des projets de recherche que des expositions, de la médiation, des activités, etc. Ah, c'est génial. Fait que sûrement que là, même, tu as appris à connaître un peu toutes les villes de la région. Est-ce que tu t'es promenée un peu? Non, pas encore. Pas encore, malheureusement. Je suis juste allée une fois à Chapais, je pense, mais c'est tout. Donc, j'ai hâte d'aller voir les autres villes de la région. Ben oui, absolument. Ben oui. Puis, ce qu'on peut dire un peu sur la Société d'Histoire, là, c'est que ça protège la mémoire, ça raconte l'identité, ça fait vivre l'histoire de la région. Comment vous diriez qu'un organisme prend la couleur de ses dirigeants, de ses employés? Tu sais, parce que vous avez vraiment des belles personnalités, vous amenez quelque chose de bien spécial à la Société d'Histoire. Vous, là, je vous dis ça vous fait quoi, là? Ben là, c'est flatteur. Merci. Ben, dans le fond, c'est sûr que la Société d'Histoire, c'est une toute petite équipe. Puis à partir du moment où tu travailles dans une petite équipe, ben évidemment, tu touches à plus de choses. Puis ben ça va teinter, tu sais, tes capacités, tes intérêts, c'est ça, tes valeurs vont teinter, veux pas, l'ensemble du travail, puis vont teinter aussi la direction de l'organisme. Là, c'est immanquable, c'est valable pour nous, mais en fait, n'importe quelle petite organisation. Donc, c'est principalement ça, là. Mm-hmm. Puis vous êtes super actuel, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous avez des visuels colorés, avant-gardistes, vous êtes sur Wikipédia. Tu sais, vous rendez l'histoire vivante, adaptée à notre époque. Moi, c'est ce que je trouve, que vous amenez vraiment ça dans l'univers culturel de la Baie James. Tu sais, on a envie de s'intéresser parce que vous rendez tout le contenu accessible à tous. Ben, je veux vous dire bravo, ça. Merci. Absolument. Puis si vous le saviez pas, ben, c'est ça, on vous adore, vraiment. Merci. Vous avez des belles personnalités. Oh, merci. Merci beaucoup. Puis on aimerait en connaître un petit peu plus sur l'histoire de la création de la Société d'Histoire de la Baie James. Pourquoi est-ce qu'elle a été créée? À quel moment? Marie-Claude, si tu peux nous en parler un peu. Bon, l'organisme est né en 1977, donc en 2027, notre 50e anniversaire. Wow. C'est les années 70 au Québec en général, là, c'est vraiment une période où il y a la naissance d'un paquet de sociétés d'histoire. C'est l'élan nationaliste, justement, puis la création d'organismes comme ça, ben, tu sais, descend de ce mouvement-là. C'est le cas de la Société d'histoire ici. Au départ, on s'appelait Société d'histoire régionale de Chibougamau parce qu'elle est née à Chibougamau. Puis au départ, c'est ça, c'était vraiment un groupe... en fait, on l'a appris cette année. C'est une femme qui a initié le projet, qui a rassemblé un groupe d'hommes assez influents de la communauté pour créer l'organisme. Jusque dans les années 90, c'était bénévole principalement. Oui. Donc, puis parmi ces bénévoles-là, ben, je veux le mentionner, là, mais Jean-Claude Simard, qui est le premier artiste peintre, je crois, à la Baie James, mais de Chibougamau, professionnel qui a consacré une bonne décennie là, à amasser des collections, à faire des entrevues avec des personnes âgées aussi, à parcourir vraiment le Québec pour ramasser les premières collections patrimoniales de l'organisme. Dans les années 90, il y a le service d'archives qui ouvre ses portes. Donc, il y a vraiment une vocation de conserver les archives. Le centre est aussi agréé, donc affilié avec les Archives nationales du Québec. C'est vraiment un saut de qualité, disons. Ça, c'est la BANQ. Exactement. OK. Exactement. Donc, affilié, agréé par BANQ pour conserver, acquérir, conserver, diffuser les archives.
À partir de ce moment-là, ben, il y a des employés salariés qui commencent à travailler pour l'organisme. Donc là, il y a une permanence vraiment, mais il y a toujours eu une toute petite équipe, là. C'était 1 ou 2 employés jusqu'à tout récemment. Donc, puis en 2022, ben là, on s'est régionalisé. Donc, on a pris le nom Société d'histoire de la baie James. On a encore une toute petite équipe, mais maintenant, on est 3 temps plein avec une employée temps partiel, puis on a nouvellement aussi un bénévole qui est avec nous. Donc, tranquillement, pas vite, là, on prend l'expansion. Puis on vous voit de plus en plus aussi, tu sais, avant... Moi, je suis dans la région depuis 2020, puis avant les 3 dernières années, je dirais moi, j'en avais jamais vraiment entendu parler de la Société d'histoire. Mais moi non plus, puis c'était comme un lieu, je savais que ça existait, mais j'avais pas l'impression que je pouvais en faire partie. Puis d'où la question aussi, pourquoi vous avez changé de nom? Est-ce que c'est par rapport à tout ça, pour être plus inclusif, pour... Oui, tu sais, c'est vraiment un souci de représenter l'ensemble de la région parce que, ben, tu sais, la région est grande, mais c'est pas parce que les communautés sont petites qu'ils n'ont pas besoin de services. Puis c'est pas super connu, les gens pensent pas à ça, mais le domaine d'histoire, ben, c'est un domaine professionnel, hein. Ça fait que, tu sais, ça prend quand même une organisation structurée, professionnelle pour offrir des services. On trouve pas forcément d'historiens, à Villebois. Il y en a peut-être, mais je veux dire, c'est peut-être plus laborieux. C'est ça. Ils ont aussi une valeur, leur travail est aussi important, là, mais il y a quand même, donc, il y a ça aussi, là. Il y a une offre de service qui nécessite une structure, puis c'est plus facile, justement, quand t'es... Ben nous, on a un passé, on a bientôt 50 ans, donc on part quand même on a déjà une structure, donc c'est plus facile de décoller de là aussi, là. Exactement, oui. Puis, Margot, en quoi tu dirais que l'organisme est unique à la baie James? Déjà, on est la seule société d'histoire. Ouais. Ça, c'est quand même important de le mentionner parce qu'on n'y pense pas forcément non plus. C'est vrai que quand on est loin, puis même plus, entre guillemets, dans le sud, là, on pense pas forcément qu'il y a une société d'histoire là-haut. Ça, je pense que pour ça, on est unique déjà. On est peut-être les seuls aussi qui se centrent vraiment sur l'histoire, en tout cas. Pas forcément les seuls dans le patrimoine, mais l'histoire, oui. Les seuls à récolter des archives et à être capable... On est le seul centre d'archives agréé aussi dans le nord du Québec. Donc, on est les seuls, on va dire, vraiment capables, professionnellement parlant, de recevoir des archives. Donc, c'est un peu ça qui fait qu'on est vraiment unique, qu'on ressemble à comme personne vraiment d'autre dans la région. Ouais. Puis concrètement, là, nous, on veut savoir, ça fait quoi une société d'histoire? Vos journées, ça ressemble à quoi, Marie-Claude? Ah mon Dieu. Bon, une société d'histoire, à la base, là, le but, c'est de mettre en valeur l'histoire d'un territoire. À partir de là, ça peut être très, très large, là. Donc, on touche aux réseaux sociaux, là, Facebook, Instagram, YouTube, etc. On pourrait faire des TikTok, on n'est pas là encore, mais qui sait. On fait des expositions, ça peut être des expositions virtuelles, temporaires, ça peut être des contrats d'exposition aussi. Chez nous, on fait des articles Wikipédia, on est très, très actifs. Encore un projet initié par votre productrice. Mais c'est ça. Donc, beaucoup de recherches, justement, par rapport à ça. Après ça, ben nous, on est aussi je l'ai mentionné, mais on a un centre d'archives qui est agréé par BNQ. Toutes les sociétés d'histoire ne le sont pas forcément, mais nous, on en est un. Donc, on acquiert des archives, on les préserve. Donc, c'est un paquet de manipulations, finalement, pour qu'ils traversent les époques. Donc, il y a ce volet-là. Les diffuser encore là, ce que j'ai mentionné, là. Puis sinon, nous, on fonctionne aussi beaucoup par projet, là, évidemment. Donc, on a, parmi nos projets, tu sais, ça peut être de rendre accessibles nos collections dans des catalogues en ligne pour que les citoyens soient autonomes dans leurs recherches. On reçoit aussi des chercheurs sur place ou des demandes de recherche à distance. Donc, les gens peuvent nous contacter quand ils ont des questions. Donc, justement, il y a une partie de nos journées qui peut être de répondre aux demandes de clients ou d'accueillir des chercheurs. Finalement, on a aussi des services professionnels, là, donc on peut nous engager pour faire des mandats de recherche, des mandats c'est ça, des mandats d'exposition, des mandats wikipédiens, toutes sortes de choses, là, en gros. As-tu un exemple, mettons, de mandat que vous vous seriez fait confier pour une exposition ou pour une recherche? Oui, une exposition, on a la ville de Lebel-sur-Quévillon, Madame Oliver, qui nous a passé une commande récemment. Ça peut être aussi, l'année dernière, la ville de Chibougamau voulait une banque de toponymes, donc les noms de rues, un toponyme étant le nom d'un lieu, donc ils voulaient une banque de noms de rues potentielles pour les prochains quartiers qui allaient se développer. Okay. Donc, nous, on a le mandat de faire un petit peu de recherche là-dessus, de leur fournir une liste de noms
potentiel, puis après ça, ils prennent la décision, mais ça peut être aussi banal que ça, là. Oh, mais c'est cool. Puis vous avez effleuré, là, vite fait, plusieurs fois, professionnels, amateurs, on est, tu sais, c'est des métiers. C'est quoi la grande différence, mettons, entre vous, là, la Société d'histoire qu'on est ici, on est agréé par la BANQ, et par exemple, la Société d'histoire de Matagami ou le Feu Centre d'archives de la Radissonie? OK, bon. Société d'histoire de Matagami est fermée. Là, il y a plus de personnes. Les archives existent encore, mais l'organisme n'existe plus. Dans le fond, là, c'est que au départ, le Centre d'archives de la Radissonie, c'était du personnel formé aussi. C'est juste que ça n'a pas levé. Mais en fait, la recherche en histoire, c'est une pratique, c'est une démarche scientifique. Donc, tu apprends ça à l'université en plusieurs années quand même. Donc, tu as de l'analyse d'archives, tu critiques tes sources, tu tries ce qui peut être une information erronée ou tu étudies les intentions de la personne qui a produit l'archive. Donc, c'est vraiment une démarche historique, scientifique. Donc, de base, il y a ce volet-là au niveau de la recherche. Ça ne veut pas dire que les historiens amateurs qui font de la recherche sont pas bons ou que leur travail n'a pas de valeur, mais il y a quand même une démarche qui n'est pas la même. Au niveau des archives, c'est la même chose. Archiviste, c'est un métier. Tu peux faire une technique en documentation au cégep, tu peux faire un certificat à l'université. Puis encore là, le certificat, tu pourrais en réalité faire un bac avec ça, puis une maîtrise parce que c'est très, très large. En fait, c'est ça. C'est les archives, tu fais pas juste les recevoir, les tabletter, les mettre dans des pochettes, les coller. C'est qu'il y a un paquet de manipulations. Chaque document a des besoins particuliers. Donc, c'est ça. C'est une pratique. C'est vraiment des pratiques professionnelles qui... Tu peux pas l'improviser, l'inventer. Il y a une méthodologie, vraiment. C'est ça le mot. Oui, que des personnes super bien intentionnées peuvent faire, mais c'est que des fois, la méthodologie n'est pas forcément présente. Puis dans la manipulation aussi, moi j'ai une formation en muséologie, fait que plus la manipulation d'objets, faire une expo aussi, mine de rien, on touche à des concepts que c'est pas forcément clair pour tout le monde, tu sais. S'adapter à son public aussi, ça c'est quelque chose d'important qu'on retrouve pas forcément dans les démarches, tu sais, faire des textes avec des expos avec beaucoup de textes ou beaucoup avec d'images, tu sais. C'est vraiment des démarches professionnelles que certains sont vraiment tout à fait capables de le faire, mais c'est que il y a des métiers en arrière de ça qui existent, c'est ça qui est important. Là, on se forme là-dedans pour faire ça. Puis, juste une petite mention, je vous donne juste un exemple des archives. Les principaux dommages aux documents d'archives qu'on retrouve, c'est des erreurs de manipulation humaine. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui peut accumuler des documents, peut aussi, même si c'est pas son intention, créer beaucoup de dommages qui vont affecter la capacité de conserver ces documents-là dans le temps. Donc, c'est vraiment... Ça s'invente pas, là. C'est super intéressant. Je savais pas toute cette portion-là. Puis au niveau des membres, je pense qu'il y a des membres et des non-membres qui peuvent consulter les archives, si j'ai bien compris. Comment ça fonctionne? On reçoit généralement des demandes, c'est plus des chercheurs. Je sais pas s'il y a beaucoup de nos membres vraiment qui viennent consulter. On peut quand même. Mais ils nous demandent, alors généralement, il faut essayer d'aiguiller un petit peu la recherche parce qu'ils vont nous demander, mettons, telle mine, je veux voir les archives de telle mine, mais des fois, c'est comme des boîtes et des boîtes et des boîtes. Il va falloir être un peu plus précis. Mais dans l'ensemble, c'est des demandes de recherche qu'on reçoit. Les non-membres aussi peuvent venir consulter. Mais dans l'ensemble, toutes nos archives sont accessibles. Il y a certaines choses qu'on peut retrouver sur Internet, notamment les photos, ou dans une base de données aussi. Mais il y a aussi toutes nos boîtes qu'on a aussi à consulter, là. Oui, parce qu'on peut en voir plusieurs de plus en plus sur votre site web. Oui, c'est le but de la diffusion. Puis encore là, il y a deux types de chercheurs. Tu sais, il y a le professionnel ou l'amateur. Le professionnel vient parce qu'il fait un travail scolaire. Ça peut être quelqu'un qui travaille pour un ministère qui a besoin de renseignements sur telle ancienne station d'aviation au lac Caché, ou ça peut être quelqu'un qui veut juste des renseignements sur son grand-père, ou il a travaillé il y a quelques années dans une mine de la région, puis il aimerait voir des photos. Donc, ça peut être très, très large. Puis on a un centre de documentation qui est vraiment accessible pour le public en général. Peuvent venir faire de la recherche, consulter des journaux anciens aussi, parce qu'on en garde. On a des bibliothèques de livres historiques aussi, un petit peu en généalogie. Donc, c'est vraiment, on essaie de couvrir un peu tout type de recherche qui touche l'histoire, le patrimoine.
Puis je pense qu'on peut même acheter, si on veut. Mettons, moi, là, je viens, je fais des recherches, je peux acheter des reproductions. Vous avez aussi une salle d'exposition, très belle salle. Parlez-moi un peu de tout ça, là. OK, bon, oui, ben dans le fond, le but de nos archives, nous, on conserve des archives, le but, c'est qu'elles aient une vie, que ces documents-là aient une vie. Donc, justement, les gens, on peut vendre des reproductions pour que ces documents-là, ben, vivent à l'extérieur de nos murs dans divers projets. Ça peut être des projets artistiques, on a Stacy qui nous en a déjà acheté, par exemple. Ça peut être aussi, ben, juste quelqu'un qui veut afficher une belle photo dans son salon. Puis dans le cas de la salle d'exposition, ben, elle est ouverte au public toujours sur nos heures d'ouverture. On essaie de faire des expositions vraiment chaque année puis de les faire tourner parce que justement, on essaie de faire découvrir le maximum de documents finalement qu'on reçoit, mais aussi de leur rendre hommage, leur rendre justice. Donc, oui. Puis dans votre salle d'expo, si je ne me trompe pas, vous avez aussi... Oui, vous avez des expositions d'archives, mais vous accueillez des expositions d'artistes aussi maintenant. Oui, dans le fond, aussitôt, on essaie de soutenir la production artistique régionale autant que possible. Donc, on essaie de la prêter finalement à disposition d'artistes pour... nous autres, on appelle ça des expositions éclairs, là, parce que ça dure 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Mais pour leur donner une visibilité aussi. Puis ça accueille, en fait, un nouveau public chez nous qui serait peut-être pas venu autrement, là, parce que, ben, les artistes, vous avez aussi des amis, des familles, des admirateurs qui viennent à vos expositions, qui connaissent peut-être pas l'organisme. Donc, c'est vraiment une occasion aussi de rencontrer des nouveaux publics, là. Exact. Puis un peu de tout. Je pense qu'il y en a une qui s'en vient, là. On est en 2025. Il y a Julien qui s'en vient faire une exposition dans un médium qui est peu commun quand même, là. Je sais pas exactement. Ben, là, c'est lui le mieux placé pour en parler, là, mais il fait des masques, en fait, avec tout ce qu'il peut récolter dans le bois, notamment, là. Donc, oui, c'est agréable de recevoir d'autres types d'expositions que des archives et tout, parce qu'on adore ça, mais aussi ça change un petit peu. Puis comme dit Marie-Claude, ça nous amène des publics différents, ça nous fait voir les choses d'une façon différente aussi, nous dire que, tu sais, on peut intégrer une pratique artistique aussi dans nos expositions futures aussi. Exact. Donc, essayer de rendre aussi l'histoire un peu plus accessible comme ça, de dire que, tu sais, une société d'histoire, c'est pas juste un organisme poussiéreux, il se passe des choses, puis ça, c'est un petit peu toujours l'enjeu, mais c'est intéressant, puis c'est un enjeu qui est très actuel encore, là, certaines sociétés d'histoire sont plus modernisées, on va dire, que d'autres aussi, donc, ouais. Puis, j'aimerais qu'on parle un peu du volet bénévole. Avez-vous beaucoup de bénévoles? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous aider, Marie-Claude? On a un bénévole qui est ici temps plein. Il voulait donner un petit coup de main une fois de temps en temps, puis finalement, il est là chaque jour, puis il fait parfois du télé-bénévolat de chez lui la fin de semaine. Sylvain qui nous monte des dossiers de recherche en ce moment. C'est notre principal bénévole. Sinon, on a nos membres du CA aussi qui donnent du temps là, parfois pour animer des marchés de Noël, donner un petit coup de main pendant la semaine du patrimoine pour animer certaines activités. Mais c'est principalement nos bénévoles actuels parce que, encore là, comme on le disait, ça reste un métier aussi. Donc, les tâches peuvent pas entièrement être faites par des bénévoles chez nous, mais on est vraiment chanceux de les avoir, puis leur travail est vraiment essentiel. Là. Sylvain, il nous trouve des pépites, puis il y a beaucoup d'anecdotes qu'on diffuse sur nos réseaux sociaux qui sont des trouvailles de Sylvain aussi. Là. Oui. J'en parle parce que l'épisode précédent, si vous l'avez pas écouté, on est à la Belle sur Quévillon, puis on mentionne à quel point c'est important pour le service des loisirs d'avoir des bénévoles. Fait que je pense que c'est un peu quelque chose qui revient souvent aussi, le bénévolat. C'est des gens passionnés, des gens qui aiment ça être là, puis c'est ce que j'entends aussi. Fait que c'est vraiment génial. Puis, si on va vers un autre sujet, comment se finance la Société d'histoire? Comment vous arrivez à avoir les sous, à faire fonctionner ça? Sujet laborieux. Bon, en ce moment, nous, la Société d'histoire, je l'ai mentionné, on est un service d'archives qui est agréé par BANQ. Ça vient avec un montant récurrent annuel pour le traitement, l'acquisition, la diffusion des archives. Donc, je suis pas financée pour autre chose qui touche mes archives qu'on conserve ici. Ça, c'est pas un très gros financement, là. Ça couvre pas un salaire temps plein d'une personne. Puis en contrepartie, on doit avoir un archiviste diplômé en tout temps au sein de l'organisme. Donc, on a beaucoup d'engagements
qui viennent avec ça. Autrement, ben souvent, c'est des soutiens municipaux récurrents qui font vivre les centres d'archives, les sociétés d'histoire. Nous, on en a un de la ville de Chibougamau, puis nouvellement, on en a eu un en 2025 de la ville de Chapais. Wow! Ouais. Autrement, ben c'est vraiment juste du financement par projet. Donc, des demandes de subventions qui sont faites au provincial, au fédéral, qui peuvent être faites aussi à l'administration régionale Bay James, qui est en fait notre principal partenaire financier en ce moment dans la région. Ici, dans le nord du Québec, on a aussi la Société du Plan Nord qui peut financer parfois certains projets. Donc, c'est vraiment les principaux, la principale manière de se financer, c'est par projet. Sinon, ben, on a aussi un petit service une consultant, expertise, on vend des archives. Donc, c'est des services professionnels aussi. Mais en ce moment, c'est en train c'est un service qui se développe chez nous, mais c'est quand même pas, ça paye pas un employé salarié complet. Là. Mais c'est important de le dire, dans le fond, que les gens peuvent vous engager. Oui. Puis ça aide à vous faire vivre aussi. Là. Oui, engagez-nous. Elles sont fort sympathiques. C'est excellent. Et puis, si on veut faire un don d'archives, comment ça fonctionne? Je sais que toi, tu as fait un don bien spécial. Tu pourrais en parler, Marie-Claude. Moi, j'ai fait un don? Oui, toi. Mais il y a le fonds Marie-Claude Duchesne. Ah non, mon Dieu, c'est gênant. OK. C'est juste un exemple. Ah non, ça c'est horrible. OK. Bon, à la base, faire un don d'archives, nous, on a une politique d'acquisition d'archives, là, donc on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Il faut que ça ait un intérêt régional. Mais ça, c'est pas vous de le déterminer. Vous faites juste en parler avec l'archiviste, puis on va voir ce qu'on peut faire. En fait, la première étape, c'est déjà être confortable avec l'idée parce qu'un don d'archives, c'est irréversible. Donc, tu peux changer d'idée jusqu'à la dernière minute, mais une fois que c'est donné, ben c'est donné. On force personne, puis on veut vraiment que les gens soient confortables avec l'idée, mais il n'y a pas de retour en arrière. Mais quand tu dis c'est donné, ça veut dire que, mettons que je dis, je donne des journaux, je pourrais pas dire ça m'appartient? C'est ça la différence? C'est ça, c'est que tu transfères la propriété. Oui, tu peux transférer, sauf certains cas, là, notamment les photographes ou les artistes, comme Marianne Dumas, que vous avez déjà reçu à ce micro. Vous pouvez ou pas transférer aussi les droits d'auteur. Souvent, on va récupérer les droits d'auteur ou du moins des droits d'utilisation sur ces œuvres-là pour les faire vivre, parce qu'il y a tout un aspect légal à ça. Il ne suffit pas de venir juste domper des photographies chez nous, là. Mais donc, contactez l'archiviste, on va voir ce que vous avez. L'archiviste va valider aussi si vous êtes confortable avec l'idée, puis si vous êtes votre consentement, finalement, est toujours valide à chaque fois que vous allez vous parler. Ensuite, c'est notre job à nous. Donc, on va récolter les archives, puis à partir de là, on va les classer, on va en créer des répertoires, on appelle ça les traités, mais donc les placer dans des matériaux sans acide, dans des conditions contrôlées, pour vraiment que ces documents-là traversent les époques. Donc, c'est principalement ça, mais c'est vraiment de nous contacter. On va signer un protocole de don officiel qui est légal, parce qu'on ne veut pas s'enfuir avec vos documents comme des ingrats. Par contre, on va quand même conserver votre nom qui est associé à ces documents-là, mais vous n'en auriez plus la propriété. Là. Fait que mettons que je te donne justement des photos. Moi, je fais de la photographie, je te donne des photos. Est-ce que en tant qu'artiste, j'ai encore le droit de les utiliser? Ça, ça se détermine vraiment dans le protocole de don qu'on fait. Donc, ça peut... Donc, en général, je pourrais décider de garder les droits d'auteur, mettons. Oui, c'est ça. Tu pourrais dire, je les conserve chez toi, je garde mes droits d'auteur. Toi, je te donne une autorisation pour les utiliser de manière non commerciale pour les valoriser. Ça peut être ça. On peut vraiment prendre une entente qui est confortable pour toi puis qui nous permet aussi de les mettre en valeur parce que c'est notre but, là. Puis on pourrait même prendre une entente qui dit, à ton décès dans 80 ans, minimum, les droits d'auteur nous sont transférés comme organisation. Ça pourrait être ça aussi, là. Puis mettons, aujourd'hui, en 2025, des fichiers numériques, tu sais, parce que là, des photos papier, il y en a une, peut-être 2 copies, il y a un négatif, je te donne ça, t'es ça. Mais la copie numérique, je veux dire, il peut y en avoir plein de copies. Oui, ça reste une archive. Donc, on récupère les documents numériques, on les conserve aussi. Mais je suis pas obligée, mettons, je te donne des supprimés de mon ordinateur. Non. Puis on n'a pas les moyens financiers de faire la police chez tout le monde non plus, quand même que ce serait le cas, là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça revient un peu à la question que Steph posait, juste pour mettre la lumière autour de tout ça.
je t'ai donné mes fichiers, mais je pourrais demeurer l'auteur et pouvoir continuer des exposés, des ventes même. Oui. Ouais. C'est possible. Tu sais, on prend les ententes pour ça, puis il n'y a pas de problème. La question que tu as posée aussi, là, ça me pop une autre question. L'avènement du numérique, est-ce que ça a un impact sur la quantité d'archives que les gens donnent? Parce que là, tu sais, moi, je me dis, on dirait que oui, j'ai une petite pochette, puis à chaque fois que je viens vous voir, je vous amène des affaires. J'en ai là, pour vous donner, mais tout ce qui est numérique, je pense pas à vous envoyer ça, parce que je le tiens pas dans mes mains, c'est pas physique. Donc, c'est quoi que ça a comme impact? Ben, on reçoit vraiment plus parce que les documents numériques, ça se décuple, les doublons, les triplons. Tu sais, on a reçu, de Lebel-sur-Quévillon l'année passée, ben, en fait, en 2024, oui. On a reçu, 32 000 fichiers photographiques de Lebel-sur-Quévillon. Finalement, là-dessus, il y avait vraiment beaucoup de doublons, de triplons. Donc, finalement, après les avoir écumés, il y en a à peu près 6 000. Ça reste beaucoup, là. Mais, donc, ça décuple, en fait, notre charge de travail, le numérique. Ouais. Moi, je pensais que c'était le contraire, que les gens vous en donnaient moins. Non. Vraiment plus d'ouvrage. Puis, y a-tu un fonds d'archives ou quelqu'un qui vous a fait un don qui est vraiment comme vous avez fait « Oh, wow! » là, tu sais, c'est vraiment le fun, c'est spécial, c'est unique. Moi, j'ai pas été là pour cette acquisition-là, mais mon fonds préféré, c'est le P171. C'est celui de Françoise Gaudreau et Thomas Fecteau. Thomas Fecteau, il manquait le Thomas. C'est vraiment un très beau fond. Un des rares qu'on a qui illustre toute la baie James, en fait, c'est un arpenteur et sa femme qui ont eu des enfants. Et Françoise Gaudreau, c'est leur fille qui s'est mariée à un pilote de brousse. Donc, on a énormément de photos. Elles sont tellement belles, là, de femmes dans la brousse aussi, ce qui est assez rare aussi d'avoir des photos de ça. Donc ça, c'est vraiment un très, très beau fond. J'avoue que dès que... C'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux, puis dès que j'ai une panne d'inspiration, là, je vais aller chercher dans ce fond-là pour mettre quelque chose parce qu'elles sont vraiment magnifiques, Mais ça, ces photos-là. c'est eux qui avaient un film. Oui. Vous avez présenté un film. C'est ça, oui. hein? Oui. C'était vraiment super beau, le film aussi. Ouais. Puis toi, Marc-Claude, y a-tu un don qui a été marquant pour toi? Ben, déjà, recevoir un don, c'est un peu comme Noël, là. On est l'a vu assez emballé. Oui, le Stéciane nous en a amené tantôt. On devient tout fou, là. Mais, mon Dieu. Mais en fait, chaque don d'archives, c'est un peu une chasse au trésor aussi, parce que souvent, on va retracer quelqu'un qui habite des fois en Colombie-Britannique pour le convaincre de donner à jamais ses documents de famille. C'est des longues démarches. Donc, quand ça arrive, c'est l'aboutissement vraiment d'un parcours, là. Puis, ils ont déjà tout quelque chose de particulier, là. Parmi mes préférés, on a la collection Ronald Brisson, qui était un photographe qui était à Val-d'Or. Monsieur Brisson travaillait à l'Éco-Abitibien, puis il a couvert la construction des chantiers LG2, LG3, LG4, donc dans les années 70, et notamment l'inauguration de LG2 avec René Lévesque, Robert Bourassa, donc des négatifs que Stéciane a pu explorer un petit peu, là, mais c'est vraiment des photos de grande qualité parce que M. Brisson, il a aussi un œil de photographe, là, donc il a vraiment sont magnifiques. Puis il y a son ami, son réel ami, qui est M. Gérald Bolduc, qui était photographe aussi à Quévillon, puis encore là, c'est un 6000 photographies de grande qualité de toute la vie, l'effervescence là, qu'il y avait à Quévillon dans les années 70-80. Il a capté ça, puis avec son œil de photographe, là, c'est magnifique. C'est génial. Puis justement, tu sais, vous parliez un peu de la conservation, tout ça. Vos locaux sont vraiment spécifiques. Vous avez une voûte. Oui. Alors, c'est quoi une voûte? C'est quoi que ça fait? Comment ça fonctionne? Ben, c'est une pièce où l'humidité et la température sont très contrôlées pour assurer une conservation le plus longtemps possible. C'est coupe-feu aussi. On a tout un plan d'évacuation. Si jamais on devait les évacuer, on doit flaguer un petit peu les archives à sortir en urgence, etc. C'est essentiel parce que sinon, les documents se détérioreraient vraiment trop vite. Les manipulations sont très limitées aussi, donc c'est pour ça qu'on peut pas être mis partout comme organisme. On n'est pas déménagé. Non. Puis la voûte, c'est lourd, là. C'est très très lourd aussi. On n'a pas le choix d'être dans un sous-sol minimum là, parce qu'on peut pas vraiment mettre ça à l'étage. Wow. Ouais. C'est super intéressant. Je sais que vous avez beaucoup de projets en cours, des projets à venir. Si on regarde un peu 2026, le Margot, c'est quoi les projets qui s'en viennent?
On a la 2e édition de la Semaine du patrimoine, qui a été quand même un gros morceau de 2025 aussi. On a plusieurs projets pour les archives, pour développer un peu l'accessibilité, les points d'accès. Oui. Mais ça, Marie-Claude est peut-être plus capable d'en parler que moi. Là. Moi, c'est plus la médiation, la diffusion, tout ça. Là, aussi, on a une exposition pour le Bastien Quévillon qui va s'en venir aussi. Mais vraiment beaucoup les archives aussi. Tu peux pas en parler si tu veux un peu, Marie-Claude. Sinon, on est en train de mettre en place dans toutes les villes de la région, localité, un petit point de service dans les bibliothèques municipales qui est en fait un petit espace où il va y avoir de la documentation sur la région, de la documentation spécialisée en histoire, un accès aussi web à nos archives numérisées de journaux. Je précise des journaux. Donc, vraiment pour essayer de rapprocher le centre de toute la région parce que le territoire est grand. Hein? Oui, vraiment. Wow! Est-ce qu'on a une timeline pour ce projet-là? Quand est-ce qu'on peut voir ces points-là arriver? En 2027, ils vont être complètement opérationnels et en place. Donc, c'est en cours. Wow. C'est commencé, la numérisation, la création des infrastructures. Hey, bravo! Sachant votre petite équipe, là, bravo! J'ai vraiment hâte d'aller à ma bibliothèque pour pouvoir aller consulter, aller regarder tout ça. Hey, c'est génial. Puis, Marco, t'en as parlé vite, mais faut qu'on dise un mot sur, justement, votre première semaine du patrimoine annuel. Parle-nous de ça, parce que c'était un premier projet, ça a tellement bien marché. C'est un projet, en fait, je pense que c'est l'exemple parfait de ce qu'on peut être capable de faire en tant que petite équipe, parce qu'on a eu l'idée avec Marie-Claude, on a vu un appel de projet, puis on était comme, tu sais, ça serait cool. Fait qu'au début, on avait fait ça pour Chibougamau, puis finalement, on était comme, mais tu sais, on est capable de le faire au niveau Bay James, là, en allant chercher les bonnes personnes. Donc, on a progressivement mis ça en place. Ça a eu lieu dans toute la région. Le Pub Quiz, c'est l'activité qu'il y a eu dans toute la région, vraiment dans toutes les villes et localités. Et ça, c'était vraiment génial. Non, ça a vraiment bien marché. Je pense que, en tout cas, j'aime croire que ça a permis à certaines personnes de dépoussiérer un peu l'histoire, le rapport à l'histoire, le rapport au patrimoine, de se dire que c'est pas juste des vieilles affaires poussiéreuses. Puis c'est ça, de démocratiser, mais j'aime pas trop le mot, là. Tu sais, l'histoire et le patrimoine, ça a toujours été accessible, puis les gens aiment ça. Les gens aiment ça, se faire raconter des histoires, faire raconter des anecdotes. C'est généralement ça qui marche le mieux, d'ailleurs. Et la semaine du patrimoine, c'était ça. C'était pour montrer aux gens que leur patrimoine, c'est proche, que en fait, eux, ils sont avec... Ils sont en contact avec le patrimoine vraiment tous les jours, puis on a fait plein d'activités pour justement souligner un peu ça, puis ça a vraiment, vraiment, vraiment bien fonctionné. On a un concours de toutes les villes, hein? Oui, toutes les villes ont embarqué, tout le monde. Exact. Tout le monde. Votre concours de mèmes en ligne, faut le dire, là, vous étiez très présents sur les réseaux sociaux, mais ça, là, parle-nous-en. Ah, c'est impressionnant. Ça a pris les 2 derniers jours de la semaine. Entier. Vraiment, là, c'était toute la journée que je regardais les mimes, je les téléchargeais pour qu'on garde une trace aussi. Puis on même fait une extension 2 jours pour que les gens continuent, parce que ça a commencé le mardi, puis ça a terminé le jeudi. Ouais, ça a pris du temps avant que ça lève, mais quand ça a levé, là... C'était impressionnant. Mais Stacy, explique-nous, c'est quoi un mème, pour les gens, là, qui savent pas? Là, si vous vivez tout en 2025, vous le savez, là. Non, mais en fait, c'est ça, c'est de reprendre... La Société d'histoire avait mis sur leur site web une banque d'images sur laquelle on pouvait, comme on voit sur les réseaux sociaux, mettre des petites phrases un peu drôles, là. Moi, quand, je... peu importe quoi, ou des petits dialogues. Donc, on mettait ça en contexte avec des running gags de la région, ou... sur les photos historiques de la Bay James. C'était très amusant. C'était vraiment drôle. Pour le fun fact, savez-vous combien on a eu de visiteurs juste sur la page Facebook à cause du concours de mimes? 160 000. Wow! On est quand même 14 000 à Bay James. On a 160 000 visiteurs pour la page du concours de mimes. Wow! Bon, il y en a peut-être un petit 5 000, c'est moi qui va voir les mimes, qui les ramasse, qui les reprend. Mais quand même. Hey, ben bravo. En tout cas, vraiment, on a hâte à la 2e édition. Oui, vraiment. Puis moi, je tiens à souligner aussi là, l'exposition qu'on a faite pour avec dans l'œil de Gérald Bolduc, ou quelque chose en genre.
ça l'a fait sortir nos aînés, puis ils étaient tellement contents, ils étaient tellement fiers aussi de pouvoir s'impliquer puis de se sentir utile, parce que c'est eux qui savaient c'était qui les personnes sur les photos. Fait que ça a vraiment, ça a eu un bel impact dans notre communauté. Ouais. Ben ça, c'était ton idée, fait que c'est vraiment cool. Puis on en a parlé à matin, on veut le refaire. Ben oui, absolument. Essayer de le faire dans d'autres villes aussi. On a fait quoi avec le centre de jour de Ashibugamo aussi. Les aînés ont vraiment aimé ça aussi, là. Puis ils nous racontaient des histoires, la nightlife de Shibugamo dans les années 50, là. Fait que c'était vraiment drôle, ouais. Ah, vraiment, vous touchez tout le monde, toutes les strates de la population. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Puis, je crois que j'ai cru comprendre que vous aviez une Wikipédienne en résidence. Oui, bonjour. T'es passionnée sur Wikipédia, tu t'en fais beaucoup, t'es présente. Explique-nous un peu, pour ceux qui connaissent pas, là, c'est quoi Wikipédia, puis pourquoi ça te tient tant à cœur? Bon, ben je vais mentionner que Margot aussi en fait, Oui, un petit peu. quand même, là, je suis pas toute seule. Mais en fait, Wikipédia, c'est une encyclopédie qu'on trouve en ligne. C'est l'encyclopédie la plus consultée au monde. Puis en fait, c'est votre productrice, Stéphanie Brousseau, qui a décollé au départ. Stéphanie Brousseau. C'est la main noire de la Baie James. La main invisible. Non, mais en fait, c'est ça. Wikipédia, le but, c'était d'augmenter la visibilité de la région via cette encyclopédie-là qui est la plus consultée au monde. Puis évidemment que, si c'est pas nous-mêmes qui le faisons, ça sera jamais personne qui va le faire. Hein, parce que, on l'a dit tantôt, on est au bout de la route, là, la région en général. Donc, c'est parti de là. Donc, puis la Société d'histoire, en fait, on est bien placé pour ça parce que Wikipédia, on fait de la recherche documentaire. Hein. Donc, c'est un peu notre champ. Donc, vraiment, on crée des articles Wikipédia pour représenter tout le monde. On verse aussi des photos de nos archives sur Wikipédia. Donc, qui fassent partie vraiment de la communauté. Puis d'ailleurs, tantôt, on parlait de chercheurs qu'on reçoit, mais on en a souvent qui viennent chez nous en disant « Oui, j'aimerais avoir des renseignements sur tel sujet que j'ai vu sur Wikipédia. » Puis c'est souvent des articles qu'on a mis en ligne. Ça nous a permis d'attirer quelqu'un du New York Times, il me semble. Oui, c'est vrai. Le Wikipédia, oui, cet été. Oui, parce que, en fait, je vous mets en contexte, là, mais à Chibougamau, il y a déjà eu une base militaire dans les années 60 et 80, jusqu'aux années 80. Puis, en fait, cet homme-là faisait une recherche sur le réseau de bases militaires canadiens. Puis, il est parti du fait que, l'article Wikipédia où il trouvait le plus de renseignements, c'était sur celui de la base militaire de Chibougamau. Puis, c'est nous qui l'avons mis en ligne. Donc, c'est parti de là. Où ça peut aller, c'est phénoménal. Très intéressant. Oui. Puis, on en a parlé un peu, mais en quoi vos initiatives permettent-elles aux gens de mieux s'approprier leur patrimoine? Tu sais, comment que ça vient les rejoindre? Avez-vous peut-être des anecdotes, des gens qui vous ont dit « Ah, j'ai vu telle photo » ou « Tu sais, ça m'a fait ça » ou « J'ai vécu ça » ou y a-t-il des choses des fois qui arrivent, tu sais, pour vraiment que les gens, ils viennent vous voir, là? Moi, j'ai peut-être un exemple. C'est pendant la Semaine du patrimoine. J'ai fait une visite de la 3e rue de Chibougamau. Puis, je montrais des photos aussi des années 60, 70. Puis, il y a beaucoup, même 80, mais il y a des gens qui regardaient les photos et qui étaient comme « Ah oui, moi, j'ai connu tel bâtiment qui aujourd'hui s'appelle plus comme ça. Oui, je me souviens de ça. Ah oui, est-ce que c'est vrai que, tu sais, des gens qui entendent des rumeurs, des fois, OK, est-ce que c'est vrai ça? » Fait que les gens étaient vraiment, je pense, un peu impressionnés de dire « mais j'ai connu cette époque-là. » Puis, aujourd'hui, t'en parles comme vraiment... une histoire, quelque chose qui s'est passé, mais tu sais, on l'a vécu. Je pense que c'était un peu ça aussi qu'on a remis dans la Semaine du patrimoine, c'est de montrer que finalement, votre patrimoine, là, vous le voyez tous les jours. Puis de faire des projets pour montrer aux gens que c'est pas si lointain que ça, le patrimoine. C'est pas besoin d'avoir une formation en histoire ou peu importe pour s'y intéresser. Fait que je pense, moi en tout cas, je pense toujours à ça quand je fais des projets, là, de me dire que on parle aussi à des personnes qui n'ont pas forcément de gros bagages en histoire, donc il faut aussi les raccrocher comme ça, puis quoi de mieux que d'utiliser des exemples qu'ils connaissent bien pour faire une porte d'entrée vers l'histoire et le patrimoine, justement, pour créer un sentiment d'appartenance aussi. Oui. Puis de continuer à ce que les gens s'approprient puis se disent que vous êtes extrêmement important puis qu'il faut que ça continue, tu sais. Oui, parce que dans 50 ans, si nous, on ne fait pas le travail aujourd'hui, dans 50 ans,
Il y aura un vide. Déjà, on le voit un petit peu dans certains sujets dans les archives, là, les femmes notamment. On a fait notre projet d'histoire des femmes parce qu'il y avait un vide un peu de ce côté-là. Donc, le but, c'est de combler le vide pour que dans 50 ans, on ne se rende pas compte qu'en fait, on a 100 ans d'histoire qui n'a pas été couvert ou ce genre de choses-là. Parlez-nous-en donc un peu plus des portraits des femmes de la Baie James qui a été fait, c'est l'automne 2025? On a publié notre rapport de recherche et notre expo virtuelle en mars. OK. Puis là, on est bien rodés pour vous en parler parce qu'on est allé en fin de semaine au colloque de la Fédération Histoire Québec à Québec, qui s'est déroulé à Montréal et à Québec, et on a fait une présentation de notre projet au milieu d'autres femmes du Québec, puis plus de Québec et de Montréal, ce genre de choses-là. Donc oui, on est allé présenter ça pour montrer un peu les Jamésiennes, de dire qui c'étaient les Jamésiennes, qu'est-ce qu'elles ont fait, quelles sont leurs réalisations, parce que dans une région essentiellement industrielle, il n'y avait pas forcément l'histoire pour les femmes, pour le récit des femmes aussi. Ça ne cadre pas très bien avec l'imaginaire du Grand Nord, puis des prospecteurs, des explorateurs. Donc, en fait, c'est ce qu'on ne sait pas. Non, c'est ça. Pourtant, elles étaient là pareil. Ouais. Donc, notre projet de recherche, ça a été un petit peu de débroussailler. Puis encore une fois, on a fait juste gratter la surface pour savoir un peu qu'est-ce qu'elles sont venues faire, ces femmes à la Baie James. Puis finalement, on s'est rendu compte que généralement, c'était la raison d'être des villes aujourd'hui. Pour passer d'un camp de travailleurs à une ville, généralement, les compagnies faisaient venir des femmes, faisaient venir les familles, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, progressivement, des services se sont installés grâce à ces femmes-là. Vous avez déjà accompli beaucoup. Moderniser l'organisme. Maintenant, vous aspirez à quoi? Marie-Claude, si tu rêves, tu rêves à quoi? Oh, mon Dieu, je sais pas. Un financement infini. Oui, ouais, assurément, comme tous les OBNL, que l'argent pleuve sur nous, s'il vous plaît. Oui. Non, mais en fait, on veut continuer de se développer, on veut continuer de développer, en fait, de mieux représenter. En fait, on veut continuer de mieux représenter puis travailler à ça, de mieux représenter les villes, les autres villes hors Chibougamau, de la région, les villes, les localités, parce que on est encore une toute petite équipe. Une toute petite équipe à pied d'ailleurs. Hein. Nous, on est plus éco-responsables que Faune en Or. Tenez-le. Mais on sent qu'il y a une petite. Non, mais dans le sens où la région est grande, c'est compliqué de se déplacer, fait qu'on aspire quand même à augmenter notre présence puis la représentation de tout le monde, là, autant dans nos activités que dans les archives qu'on acquiert, hein, parce que si on reçoit jamais d'archives de Villebois, disons, l'histoire de Villebois va finir par s'effacer. Ouais. C'est vraiment notre volonté principale. Là. Ouais. Puis comment que les villes ou les personnes des différentes villes et localités peuvent vous aider dans cette mission-là? Déjà en nous engageant quand ils ont des mandats professionnels, évidemment. Principalement, là, c'est vraiment ça. C'est tout niaiseux, mais la qualité des services passe par les financements. Les filles, avez-vous un petit mot de la fin? De nous donner les archives, de donner vos archives. Je sais que ça peut être un geste qui est assez impressionnant de prime abord, mais c'est vraiment essentiel. Puis en fait, si on pense un peu, mettons, au début de la colonisation du Québec, là, on a beaucoup d'archives qu'aujourd'hui, peut-être qu'à ce moment-là, c'était comme, mon journal intime. Quel est l'intérêt de donner mon journal intime? Mais c'est des sources très, très, très précieuses pour connaître la réalité des gens qui ont vécu cette époque-là. Donc, donner ces archives, c'est vraiment un geste vraiment très, très important. Puis c'est le début. C'est le début pour préserver la mémoire de la région. Fait que je dirais ça. C'est excellent. Marie-Claude, Margot, merci infiniment d'avoir accepté de venir partager avec moi et Stéciane votre univers, les dessous de la Société d'histoire de la Baie James avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un vrai plaisir de vous avoir au micro. On espère vraiment que cette discussion va inspirer les gens à donner. Alors, bonne continuation. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre local. Merci à vous. Merci à vous. À l'animation et à la réalisation, c'était Stéciane Oliver et Stéphanie Thompson. À la production, Stéphanie Brousseau pour fabriquer à la Baie James le premier balado culturel régional. Ce balado est produit par l'administration régionale Baie James, réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications en partenariat avec la ville de Lebel-sur-Quévillon.